Voilà, donc ce que je vous propose de poursuivre ensemble, c'est en même temps prendre appui sur des moments du travail donc de l'artiste Agnès Turnauer, artiste franco-suisse, qui est vraiment liée à des problématiques de l'histoire de l'art, auxquelles elle redonne des formes voilà, renouvelées aujourd'hui, et principalement par rapport à cette notion, l'espace du tableau. Donc, elle élargit la notion même du tableau, qui devient un espace en soi, qu'elle associe à un lieu de parole contemporaine, donc par rapport à une série de problématiques qui nous affectent en tant que citoyens, pas uniquement dans la région, sur le territoire où nous vivons, mais qui peuvent nous amener à des questionnements, des interpellations qui touchent un fonctionnement qui est totalement mondialisé. Et à travers voilà, son approche de l'histoire de l'art, ça s'en ressent parce qu'elle dit que l'histoire de l'art n'est plus linéaire, elle n'offre plus une lecture simple du fait de ces multiplications des médiums. Donc, pour elle, on en a fini d'une lecture qui serait une succession d'époques, de styles, de mouvements. Ce qui est le plus important pour elle, c'est d'envisager la diversité des modes d'expression, pour l'artiste donc la diversité de ses médiums, et de cette manière-là, de voir aussi comment on peut jouer avec ceci, comment on peut les faire intervenir à plusieurs à l'intérieur même d'un travail, et qui donc va permettre d'aller au-delà de simplement déployer une approche du temps, mais au contraire, ouvrir la complexité, ouvrir la diversité qui constitue une des caractéristiques du fonctionnement de notre société. Donc, je vous reglisse ces images que je vous ai déjà montrées, me semble-t-il. Donc, la Fondation Thalie c'est un lieu qui est situé à Ixelles, à Bruxelles, où en 2020, Agnès Turnauer a déployé donc plusieurs œuvres mises en œuvre donc dans cet espace. Donc, ce que vous pouvez découvrir, c'est qu'il y a des travaux qui s'inscrivent dans une recherche picturale, qui viennent directement côtoyer un travail tridimensionnel qui est placé au niveau du sol. Ce qui peut apparaître commun, c'est la présence du mot, c'est la présence donc de la lettre formant langage. Celui que vous avez sur les panneaux placés au niveau du mur, ainsi que donc les moules qui ont été faits en voyant la lettre en creux, donc correspondant simplement aux 26 lettres de l'alphabet. Et tout à fait au fond, sur le mur du fond de la salle, vous avez deux petits rectangles, l'un qui est bleu et l'autre qui est orangé. Et là, on reviendra sur cette création qu'elle appelle des prédelles et qui font aussi la place importante au mot, et le mot qui vient s'inscrire sur deux panneaux, donc jouer sur le principe de la séparation, de la fragmentation. Donc, vous voyez que la couleur est extrêmement présente également et qu'il y a des éléments qui se font écho entre le dispositif des différents continents, des différents pays et les corps qui viennent s'inscrire à l'intérieur des images. Donc voilà, en se rapprochant un peu d'un exemple de peinture. Donc c'est une série qu'elle a initiée en 2016. Il y a 4 grands panneaux qui constituent cette série et elle explique le contexte dans lequel ces images ont été réalisées. Donc là, c'est une artiste avec un engagement à caractère politique. Et cette recherche, ce travail, dit-elle, est inspirée par la crise migratoire à laquelle elle est confrontée, mais à laquelle chacun de nous sommes confrontés. Donc, elle dit « J'ai été très marquée par ces images de franchissement. La frontière est un lieu de crise. C'est aussi le passage d'une langue à une autre. » Et c'est vrai que tout son travail traduit, évoque un caractère de porosité. Tout son travail est perméable et constitue un espace même de dialogue entre les différents médiums qu'elle utilise, mais entre ce qui, dans son image, appartient au texte
et appartient à ce qui serait de l'ordre de la figuration. Donc ici, je pense que vous arrivez à voir, il y a de manière très simplifiée, donc des êtres humains qui apparaissent sans aucune forme d'identification, donc ils restent totalement anonymes. Ils ont l'impression d'apparaître comme découpés, comme s'ils étaient eux-mêmes fragmentés. Et en même temps, ces êtres viennent se greffer à la réalité de la fragmentation du globe sous la forme des continents. Et vous voyez qu'il y a du texte qui apparaît, pas sur toute la surface, sur certaines parties. Donc le texte ici est en anglais. Et vous voyez aussi apparaître des fils barbelés dans la partie supérieure gauche. Ce qu'elle explique, c'est que ces travaux, là je vous en montre un autre, s'inscrivent aussi dans la continuité, se réfèrent à la continuité de la grande peinture d'histoire qu'on a pu avoir au moment de l'époque romantique, par exemple, qui célébrait des grands héros de l'histoire avec majuscule, des grandes personnalités, par exemple Napoléon Bonaparte, ou des grands événements comme le fameux radeau de la Méduse de Théodore Géricault, ou encore quand Pablo Picasso réalise Guernica en 1937. C'est de nouveau un grand événement qui est célébré que la guerre civile qui affecte la petite ville de Guernica. Donc, elle continue, si vous voulez, ce développement-là d'un grand thème à référence donc historique d'un événement politique, soit lié à la personnalité, soit simplement à la manifestation elle-même. Et ici, il semblerait que la référence au radeau de la Méduse de Géricault soit importante, parce que quand vous voyez cette image, je crois que vous sentez la position oblique des personnages par rapport à la structure des continents. Donc on voit très bien l'Afrique qui se dessine. Et bizarrement, c'est comme si l'espace des continents était bleu, couleur utilisée généralement pour la mer, comme s'il y avait une inversion des éléments. Donc, vous voyez les personnages qui sont placés en oblique. On dit parfois comme s'ils étaient découpés à la manière dont Matisse va à un moment donné, quand il travaille justement ces papiers découpés, ces formes simples, et ramener à des images extrêmement synthétiques. Et il y a comme une imbrication qui pourrait paraître un peu chaotique, mais en même temps, on peut lire, je crois, assez bien la position des corps, une sorte d'imbrication de bras, de têtes, appartenant à des femmes, appartenant à des hommes, mais qu'on ne peut pas reconnaître, qu'on ne peut pas nommer. Donc, ça forme une série d'images extrêmement puissantes, extrêmement fortes par ces blocs que constituent les corps des êtres humains, qui s'assimilent, qui se confondent, qui se superposent à ces gros blocs que constituent les continents. Et on pourrait avoir l'effet un peu d'un cataclysme. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, qui est extrêmement puissant. Il y a des directions opposées dans lesquelles on sent les différents éléments positionnés. Donc, ça crée des tensions avec des couleurs qui sont quand même assez fortes. Donc, voilà de plus près un des panneaux. Vous voyez intervenir le texte, donc concernant la notion de la langue, donc des dictons, dialectes, accents, des traductions, enfin des mots qui apparaissent en français, qui apparaissent en anglais, qui sont parfois positionnés de quelle manière, ça je ne sais pas exactement, ce qui fait qu'elle en met un à tel endroit et un autre à tel autre endroit, ça je ne le sais pas, mais en tout cas on a un effet de morcellement à travers le contenu de cette image qui apparaît pour cette toile comme une espèce de grande carte de géographie en voie de recomposition. Donc c'est comme si Agnès Sternauer se faisait elle-même l'interprétatrice, la traductrice d'un monde en changement, justement. Donc, elle modifie les composantes pour nous mettre devant la réalité de cette multiculturalité ou cette multiplicité de ces mondes dans lesquels nous évoluons. Finalement, tous les territoires se transforment. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les populations. Donc, il y a des multicultures qui peuvent se créer et s'interroge pour elle la limite
la limite des rencontres politiques, symboliques, la question de la migration par rapport à son origine, donc à sa référence identitaire, par rapport à la langue que l'on parle. Elle dit ceci: quand on se déplace, on transporte aussi sa langue. Les corps deviennent les limites politiques et symboliques de la langue. Se trouve posée la question de l'identité, la question de la culture. Qu'emporte-t-on avec soi lors d'un exil? Que reste-t-il de notre identité passée? Comment migrons-nous d'une langue à une autre ou d'une culture à une autre? Quelles peuvent être les limites à ces mouvements? Et c'est la raison pour laquelle, au bout, si vous voulez, de la salle, vous voyez là sur la partie droite de l'image, il y a cette petite prédelle qui est constituée donc de ce rectangle bleu et de ce rectangle orange et qui est en même temps investi d'un mot qui est border, donc B-O-R sur le premier rectangle et D-E-R, 3 autres lettres sur le deuxième rectangle avec une séparation très nette, donc volontairement un espace entre les deux éléments, forgeant la question de la limite. Mais elle dit quand on parle, quand on apprend une langue, généralement on utilise les syllabes, on les répète, on passe d'une syllabe à l'autre pour former un mot. Et c'est cette manifestation, si vous voulez, d'un apprentissage langagier qui se traduit dans l'espace avec ce dispositif double et séparé que constituent les petites prédelles. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, Agnès Tornauer de dire le tableau, un espace ouvert dont le prolongement réside dans la pensée qu'il éveille chez son interlocuteur. Donc, pour Agnès Tornauer, elle-même fait une proposition de création d'images dans laquelle elle intègre le texte. Et puis, ce qu'elle espère, c'est que son travail, en restant justement un espace ouvert, va solliciter étonnement, questionnement, réflexion chez celui qui s'arrête devant son travail. Et quand on cherche des informations concernant Agnès Tornauer, revient très régulièrement cette phrase qu'elle mentionne en faisant une citation de Maurice Blanchot: « Pourquoi deux paroles pour dire une même chose? Parce que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. » évoque Blanchot. Donc, vous êtes face à un propos, mais ce propos, il peut devenir le vôtre. Vous pouvez vous reconnaître à travers ce propos, mais en même temps, il appartient à quelqu'un d'autre. Alors, je me permets de joindre cette réflexion de Nancy, que peut-être vous avez déjà lue. Jean-Luc Nancy, donc le philosophe, dit « Je dirais que ces toiles, les toiles dont nous parlons, au sujet du travail de Tornauer, sont du côté de la puissance. Puissance aussi bien active que passive. On attend de faire un monde, c'est-à-dire de le faire ou de le recevoir. Peut-être ne fait-on un monde qu'en le recevant et non pas en le fabriquant comme un objet, parce qu'un monde n'est pas un objet. C'est une possibilité de sens. Si je vous remets cette phrase devant les yeux, c'est parce que Nancy, qui est vraiment habitée par la question de l'image, considère que le travail déployé par Agnès Tornauer, justement, nous met devant cette possibilité d'un changement, de sens nouveau, de multiplicité nouvelle, et que l'image est en puissance. L'image parle de cet inconnu, de cette transformation dont nous ne connaissons pas évidemment les formes que cela prendra demain et après-demain, mais il y a quelque chose là que le travail d'Agnès Tornauer propose, qui nous permet peut-être d'intégrer, d'accepter cette période particulière de cette transformation dont nous sommes les témoins. Et le tableau parle de ça. Agnès Tornauer dit, donc, elle veut conserver l'usage du tableau, elle veut continuer la pratique de la peinture, et elle dit comment élaborer un rapport entre l'espace d'un médium, pour elle le tableau, et le monde. Qu'est-ce qu'on ouvre à partir de cet espace du tableau? Et comment le tableau se situe-t-il par rapport au monde? Pour elle, reprendre le travail du tableau, c'est élaborer un nouveau rapport à la multiplicité du monde. Cette notion de ces possibles de sens dont parle Nancy. Et cette multiplicité, elle s'intensifie parce qu'Agnès Tornauer habite en ville.
elle est complètement investie du flux, de la quantité de manifestations humaines très riches dans sa diversité, autant dans ses manifestations quotidiennes que questionnantes. L'atelier d'Agnès se trouve en périphérie parisienne. De la fenêtre, dit-on, elle a les voies de chemin de fer. Elle a une vision, quand l'horizon est dégagé, sur le centre de Paris. Donc, souvenez-vous, en même temps, son atelier est un lieu de retrait du monde où tout s'amplifie, mais c'est un espace avec lequel elle est en relation avec tout ce que la réalité aujourd'hui peut nous offrir, donc dans tous les sens du terme, dans ce qui peut être compréhensible, acceptable, dans ce qui est au contraire difficile à tolérer. Mais je pense que Agnès Tornauer ne pose pas du tout de jugement. Elle reste dans cette qualité d'une ouverture. Donc, elle dit, si je persévère dans le choix de ce médium, le tableau, donc ce n'est pas la peinture, hein, c'est le tableau, c'est dans le souci d'un autre rapport au dehors du monde. Je pense que ce rapport, comme un rapport de performance à l'espace, elle pense donc ce rapport capable de reconvoquer le corps dans des parcours. Le corps est reconvoqué dans des parcours. Donc, le corps dans ses déplacements physiques, mais également dans sa capacité intellectuelle, donc de réflexion. Pour moi, le tableau élabore la traversée des choses. Ce mot de la traversée est important pour elle. Le tableau, donc, est littéralement mise en acte de la pensée. C'est donc du lieu propre du tableau, ainsi compris comme elle l'entend, contenu entre ces bords distincts, donc vous avez des limites, vous avez un bord, vous avez un cadre, que la confrontation avec le monde devient la plus forte. Pourquoi choisit-elle de garder le tableau à côté de tout ce qu'elle pratique d'autre, hein, la photographie, la sculpture, l'installation, le film, etc. Garder le tableau revient à maintenir cette possibilité d'interrogation et d'altérité. Car si le tableau est dans le monde, il n'en est pas une image analogique. Donc le tableau n'est pas égal, ne ressemble pas comme tel au monde. Maintenir le tableau, c'est maintenir une possibilité d'occuper un lieu hors du monde, pour y élaborer un rapport au monde. Donc, l'écrivain peut se servir de son texte à travers lequel on ressent cette relation qu'il établit avec les choses. Le musicien va le faire à travers son usage de la langue musicale et de toute la diversité qu'elle offre. Ici, dans l'ensemble des pratiques d'Agnès Tornauer, c'est le tableau qui est l'espace prioritairement pour elle, qui devient un lieu à travers lequel elle se positionne et elle interagit, elle échange, elle élabore un rapport au monde. Elle dit encore, le bord à bord du tableau est la délimitation d'un en dehors à partir duquel une altérité est possible. La peinture continue d'avoir du sens, un sens même politique, dans ce rapport à l'altérité, dans ce rapport donc à ce qui est autre. Et c'est dans l'altérité que le tableau trouve sa force. Le tableau absorbe l'extérieur pour s'y référer. Il y a le corps du tableau, le corps de l'atelier, l'extérieur, la ville, le monde, et la respiration entre toutes ces contiguïtés est permanente. Quand on est trop près du réel, trop dans sa redondance, on ne peut plus poser aucune question, ni poser, ni opposer. Or, il n'y a pas de question possible sans écart. La dimension de l'écart est essentielle pour se placer dans une relation d'échange avec ce qui est extérieur. Donc, le tableau est ce lieu d'un écart. Le tableau a des bords qui positionnent une relation donc définie, limitée avec ce qui est au-delà de lui. Il faut les bords du tableau pour qu'il y ait interrogation. Le tableau se caractérise donc par son pouvoir d'énigme, par sa capacité à mettre le réel en question et les questions en résonance. Donc, voilà Agnès Tornauer qui exprime elle-même dans un petit extrait, donc Agnès Tornauer à la pratique de l'écart en 2003 sur Carninfo, la raison pour laquelle elle privilégie le tableau comme un lieu d'échange, donc de paroles contemporaines, qui
permet à Agnès Sternauer d'exprimer ses questionnements, ses hésitations, sa relation avec le monde, et où elle espère que nous, spectateurs, étant face à ce tableau, ça va éveiller aussi des formes de réflexion qui seront peut-être très différentes de ce que elle, Agnès Sternauer, a mis en place. Donc, pour elle, le dialogue est vraiment essentiel. Le dialogue, il est essentiel entre les êtres humains, mais le dialogue, il est essentiel au niveau de l'approche de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art qu'elle sollicite régulièrement, donc elle a une connaissance très importante. Je crois vous l'avoir dit, elle pratiquait une peinture en étant autodidacte. Elle étudie la photographie, elle étudie le cinéma. Mais en même temps, j'avais lu qu'elle avait suivi des cours d'art sociologique et qu'elle va être véritablement ouverte à une multitude d'expressions artistiques à travers laquelle elle propose au corps de réagir différemment. Donc son propre corps face à sa démarche dans son atelier, le corps du spectateur face à son travail, ou par rapport à des installations qui vont impliquer la relation concrète au corps du visiteur. Donc, à côté ou dans la notion du tableau formant espace, la présence importante du langage et du dialogue, elle reprend un terme. Agnès Sternauer parle de la parcourabilité de l'espace. Parcourir, parcourable, parcourabilité de l'espace. Quand on l'écoute s'exprimer par rapport à la question du langage qui interviennent à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers l'installation, le fait qu'Agnès Sternauer ait toujours écrit, parallèlement à la pratique artistique, elle a toujours écrit, elle a tenu des carnets de notes, elle a elle-même écrit des textes par rapport à des moments particuliers de lecture de l'approche de l'histoire de l'art. Et aussi le fait qu'elle ait découvert à travers plusieurs moments de l'histoire de l'art, notamment chez les primitifs flamands, les primitifs italiens, que quand on est face à un tableau qu'ils ont mis en œuvre respectivement donc en Méditerranée ou dans le Nord, on est souvent dans un espace. On est dans une espèce de chambre, dit-elle, qui doit se parcourir. Donc, il se parcourt des yeux, qui offrent parfois même des textes à lire. Et c'est dans une analyse qui est proposée par Daniel Arras. Alors, il y en a probablement parmi vous qui connaissez ce livre de Daniel Arras. Donc, Daniel Arras, c'est un historien de l'art français qui est très, très imprégné de l'Italie, très émerveillé par l'Italie, et qui va, suite à quantité de voyages, de prises de vue photographiques des œuvres et surtout s'attardant aux détails, se constituer une immense collection, donc à l'époque de diapositives, donc de l'œuvre et de détails de cette œuvre. Et à partir de sa manière particulière de regarder l'image, il va faire partager ses observations à travers un livre qui s'appelle Le détail pour une histoire rapprochée de la peinture, qui est un ouvrage qui est paru en 1996. Je me réfère à cela parce que Agnès Sternauer va mentionner Daniel Arras en reprenant un terme que Daniel Arras lui-même utilise, la parcourabilité de l'espace. Et elle dit que dans les Annonciations, entre l'ange Gabriel et Marie, il y a souvent des textes qui viennent se transcrire dans la peinture justement des primitifs, donc surtout des primitifs italiens, qui constituent les moments relatifs aux textes religieux, aux questions et réponses qui s'échangent entre Marie et l'ange. Et donc, Agnès Sternauer, qui intègre cette dimension du langage comme une composante première de son travail, finalement, le découvre déjà extrêmement prégnant, extrêmement significatif, même si on est dans des images à caractère religieux, dans la pratique des anciens. Et j'ai fait le choix de vous remettre sous les yeux, il y en a parmi vous qui connaissent ces tableaux, peut-être pour d'autres, c'est de les découvrir. Donc Agnès Sternauer n'en cite pas de manière très concrète des annonciations, il y en a énormément, mais j'ai fait le choix de 2 annonciations dans lesquelles vous trouvez justement des textes qui sont écrits dans l'image. Donc
ce qui appartient à un traitement dans une forme actuelle chez Agnès Tournoire, mais qui lui est peut-être venu aussi de lectures qu'elle a pu faire donc des maîtres anciens. Donc voici une annonciation. Donc vous reconnaissez les deux, je veux dire, protagonistes principaux de cette scène. Vous avez l'ange d'un côté à gauche qui est face à Marie. Donc lui s'agenouille, Marie est assise. Alors vous voyez que dans la composition de l'image, on est dans un dispositif qui se répartit en deux sections. On n'est pas dans une symétrie, si ce n'est peut-être au niveau du fond, vous avez les deux arcs qui correspondent à l'espace de l'ange et celui de droite à l'espace de Marie. Vous découvrez que les deux personnages apparaissent les pieds posés sur un carrelage, un pavement carrelé, selon le principe de la mise en perspective débutante. On est ici très très tôt, c'est un travail de 1344 qui font sentir un effet donc de profondeur dans l'image. Et puis ce qui est très particulier ici, c'est que vous avez un fond d'or extrêmement important, là où curieusement il y a une sorte d'aplanissement de l'image. Et il y a une articulation très particulière qui est déployée ici par le peintre. Et c'est de cela que Daniel Arras nous parle justement dans son livre Le Détail. Peut-être arrivez-vous déjà à voir dans l'image, là où les deux arcs se rejoignent, il y a une verticale qui s'inscrit, que l'on distingue très peu sur le fond d'or et qui prend beaucoup plus de présence, de relief, en venant se placer donc au niveau du carrelage, que si vous gardez donc les yeux sur cette verticale, vous voyez qu'elle est coupée pratiquement en angle droit par les paroles qui s'échangent entre l'ange et la Vierge, donc formant une croix, devant laquelle se trouve la palme qui est tenue par l'ange. Donc, j'espère que vous voyez bien. Et lorsque vous remontez le long de cette verticale formant la colonnade, vous traversez donc l'espace doré. Et dans ce triangle formé par le départ des deux arcs, vous avez la figure du Père, qui est l'élément qui lance la petite colombe, donc la surface blanche qui vient vers les yeux de Marie. Donc voilà un peu les principaux éléments qui constituent l'image. Donc voilà, ici, vous avez la dénonciation. Donc c'est Ambrosio Lorenzetti, l'Annonciation, d'étrempes sur bois, 1,22 m sur 1,17 m. Donc c'est presque un carré. C'est conservé à la Pinacothèque de Sienne, réalisé en 1344. On trouve d'assez bons détails. Donc ici, vous avez la figure de la Vierge. Vous voyez l'emploi important de l'or. Donc, elle est nimbée. Autour de son nimbe, il y a des inscriptions. Elle porte aussi une boucle d'oreille. Je crois me souvenir que c'est le moyen grâce auquel on précise que Marie est membre de la communauté juive. Alors, elle a le grand vêtement bleu étoilé sur le dos, les mains, évidemment, dans une attitude d'humilité et de réception de l'engagement divin qui lui est proposé. Et ici, vous voyez peut-être beaucoup mieux. Donc, le texte qui s'échange de la bouche de l'ange vers Marie. Marie a un texte au niveau de son nimbe et il y a un autre texte qui part en direction de la figure du Père, que je vous montrais donc là où les deux arcs se séparent. Alors, Daniel Arras nous dit ceci. Il ne s'agit pas d'un retable qui est destiné au culte public, ni d'un panneau, je vais vous remettre l'image d'abord, ni d'un panneau de dévotion privée, mais il s'agit d'une œuvre destinée à manifester dans le lieu d'exercice du pouvoir civique, dans la ville de Sienne, la dévotion officielle des autorités envers la Vierge étant la protectrice
de la ville de Sienne et de son territoire. Donc ce tableau-ci n'est pas destiné à être prié par l'ensemble de la population. Il est créé pour honorer la Vierge et mettre donc la ville de Sienne et son environnement sous sa propre protection. La société siennoise, continue Arras, est une société civique dans laquelle l'art et la politique sont indissociables et où les commandes artistiques importantes émanent rarement d'individus privés. Il décrit ce que Lorenzetti va choisir de mettre en œuvre ici. Par le format rectangulaire de son panneau de bois, Lorenzetti utilise son encadrement pour présenter la figure du Christ intervenant dans l'Annonciation. Il dispose deux figures de part et d'autre d'un axe central, figurées par une colonne qui est gravée dans le support. Les figures sont montrées dans un moment très précis du récit. Les paroles de Gabriel gravées en lettres d'or dans le fond correspondent au début de la troisième et de la dernière salutation, où il dit « Rien n'est impossible à Dieu ». L'auréole de Marie porte le texte de la première salutation de l'ange. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », tandis que sa réponse, la dernière, donc celle que Marie renvoie, que vous voyez ici en oblique, inscrite en oblique, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Très logiquement, donc, il y a la petite colombe qui est l'expression de la voix d'échange entre le Père et Marie. Alors, Daniel Arras explique « Le sol définit le lieu des figures en tant qu'elles sont volumétriques. Elles occupent un espace donc en 3 dimensions. Par contre, le fond d'or, il ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Il est sans articulation, il est sans profondeur par rapport aux figures. Les figures sont situées sur le sol, tandis qu'on voit au niveau de leur tête, de leur nimbe, elles viennent vraiment se placer sur le fond d'or comme on le trouve dans les images à la manière byzantine, traditionnelle. Donc ça, c'est une observation que fait Daniel Arras, cette annonciation représentant le moment précis de l'incarnation du Christ. Dans la structure spatiale, il y a la rencontre de 2 plans. Le plan humain, rationnel, en volume, tridimensionnel, et l'autre plan, évoqué par l'or et sa valeur symbolique, qui est l'expression du monde surnaturel, irrationnel, divin. Et l'articulation des deux se fait par la colonne. Parce que dans la colonne qui vient se positionner sur la surface du pavement, la colonne apparaît en relief, alors qu'elle est simplement gravée comme les lettres dans la partie du fond d'or. Donc là, il y a un changement dans la manière de lire la colonne dans l'espace. Donc je ne sais pas si... ici, je ne sais pas vous le montrer parce que je n'ai que la partie du texte, mais c'est assez étonnant à découvrir. Donc, Daniel Arras dit « L'image n'est pas à lire comme un espace réel, l'image n'est pas une représentation du monde, elle est une représentation théologique. » Donc, elle est agencée, elle forme un dispositif de manière à visualiser l'incarnation, la venue du divin dans l'humain. Donc, c'est ce qu'il relève de l'intention déployée par Ambrogio Lorenzetti dans ce travail. Donc, vous voyez que l'usage des phrases est importante, créant donc un développement, une continuité pour notre regard d'un personnage à l'autre, nous invitant à prendre connaissance et d'utiliser la totalité de l'espace que constitue la peinture. Donc cette notion de parcourabilité de l'espace dont parle Daniel Arras. Je fais le choix aussi de vous montrer une autre annonciation qui est assez bien connue, celle de Fra Angelico en 1433, donc on est un peu plus tard.
de nouveau, vous avez l'ange, vous avez Marie, vous avez un dispositif architectural avec les deux arcs. Donc, vous voyez la différence par rapport ici, on a bien cette perception d'un fond plat, sans aucune forme de perspective, là où se trouvent les deux arcs, tandis que ici, dans le travail donc, de Frangelico, vous avez vraiment un bâtiment architectural avec un effet de profondeur, avec la petite cellule au-delà de l'ange. Vous retrouvez la figure du Père au-dessus, entre les deux arcs. Vous avez la colombe qui est lancée, donc il y a des dispositifs qui restent similaires. Et à gauche, l'évocation donc du jardin paradisiaque, mais c'est le paradis perdu puisque l'ange demande à Adam et Ève de quitter ce territoire, ce qui n'est pas évoqué dans l'annonciation précédente. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pareillement, on va retrouver des textes qui s'échangent entre l'ange et la Vierge. Donc, même si l'image n'est pas tout à fait la même, je pense que vous pouvez découvrir là où vous avez l'index de l'ange qui est dirigé vers Marie, là où de sa main gauche, il relève, enfin de son bras gauche, il relève la main vers la bouche. Donc, à cet endroit-là, autour de la colonne, passent 3 échanges entre les deux protagonistes. Donc, ici, ça se met en œuvre, et vous allez voir, de façon assez étonnante. Là aussi, Arras relève des moments très précis. Il dit « Les mots de l'archange sont ceux de sa 3e salutation. L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Les paroles prononcées par l'ange, dit-il, encadrent et viennent embrasser la réponse formulée par Marie. Marie qui accepte la volonté divine et permet dans l'instant l'incarnation du Sauveur en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ton verbe. » Alors, ce que Daniel Arras poursuit, c'est de préciser ce panneau peint était installé sur l'autel. Et le retable, dit-il, était trop éloigné des fidèles pour que les inscriptions latines soient lisibles. Et puis, dit-il, combien de personnes étaient susceptibles, étaient capables de savoir lire. Il continue en disant, si on approche encore, un autre détail se fait voir, qui montre que le peintre a subtilement calculé l'inscription de l'écriture sur le retable. Il dit, la réponse de Marie est incomplète. Il manque 3 mots latins. Donc, en prenant cette image qui est une reconstitution à l'ordinateur, vous avez le cercle jaune figurant l'ange, celui à droite figurant Marie, vous avez la colonne, vous avez la retranscription des phrases telles qu'elles apparaissent dans l'image. Donc, vous voyez à un moment donné les réponses, donc la réponse formulée par Marie entre les phrases de l'ange s'inscrit à l'envers, donc de droite à gauche, mais la lettre est aussi de bas vers le haut. Et en dessous, vous avez la retranscription du texte complet, tel que Daniel Arras la reprend. Et les mots en jaune sont ceux qui n'apparaissent pas. Donc, qu'il me soit fait, le fiat là, n'apparaît pas. Donc, les mots sont-ils cachés par la colonne? Pose la question Daniel Arras. Si on regarde comment sont inscrites les paroles de Gabriel, il n'en est rien. Les mots s'écartent, s'espacent, de part et d'autre de la colonne, mais formant, si vous voulez, la réponse complète. Dans la formule de Marie, les 3 mots sont englobés dans la colonne. Cette formule mariale n'est pas illisible simplement parce qu'elle est écrite à l'envers. En son cœur, au moment de cette parole où s'accomplit la volonté divine, le Verbe se fait chair, la colonne vient se substituer aux lettres d'or, empêchant toute lecture pour faire voir une figure. Donc, il se pose la question, cette inscription aurait-elle un enjeu théologique? Vous savez que le peintre Frangelico est aussi un moine dominicain, et que donc il a une connaissance importante du contenu des textes. Alors, il dit qu'il aurait choisi de cacher une portion précise de la formule mariale, interdisant donc que nous lisions le fameux fiat
divin qui est prononcé par la Vierge et qui est en même temps qu'il me soit fait, qui est en même temps donc le mystère même de l'incarnation affirmée. Et la colonne, c'est la figure du Christ. On parle de la colonne christique. Donc il dit en plaçant les 3 mots dans la réponse de Marie derrière la colonne, Fra Angelico illustrerait à la lettre le commentaire de saint Bernard sur la 3e salutation angélique, l'Esprit Saint descendit sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que cette conception sera cachée, sera secrète, afin qu'en fait elle ne soit connue que de l'Esprit Saint et de la Vierge seule. Donc ça peut paraître assez étonnant de s'attacher à des détails de cet ordre-là, mais évidemment, il y a une signification extrêmement importante pour l'ensemble de l'image, pouvoir repérer que ces mots-là ont été soustraits, n'ont pas été traduits dans la peinture par Fra Angelico. Donc il y a une part d'invisibilité, il y a quelque chose qui touche à l'intimité de l'image, donc vécu en la personne de la Vierge, qu'il traduit de cette manière-là. Si vous vous souvenez, dans la visitation de Pontormo entre les 2 cousines, Élisabeth et Marie, il y avait aussi cette forme d'intimité qui apparaissait, qui se traduisait par un silence. Quelque chose ne pouvait pas se dire, quelque chose ne pouvait pas se montrer, mais dans une forme qui était peut-être beaucoup moins attachée à une relation au religieux. Il n'y a pas de citation de texte, il n'y avait pas d'évocation directement de passage du récit, comme ici c'est fait par la présence du langage, donc de l'échange verbalisé entre les 2 protagonistes de la scène et mis en œuvre par donc, le peintre. C'est à ce niveau-là que donc Daniel Arras parle de parcourabilité de l'espace, avec le jeu de la réponse, de l'inversion, d'une partie qui s'efface, et que nous sommes amenés par notre regard à glisser sur le tableau, en prendre son contenu, à travers pourtant l'immobilité, si vous voulez, des 2 personnages qui constituent l'Annonciation. En vous rappelant que aussi Daniel Arras a écrit un superbe livre où il tente d'expliquer l'origine de la perspective dans ce sujet-là, dans ce thème-là de l'Annonciation. Donc à travers les approches qui sont tantôt l'espace humain, matériel, concret, si vous voulez, et à l'inverse, le lien à l'espace divin, à l'espace qui est de l'ordre de l'immatériel, qui va se transposer notamment par la symbolique des couleurs, où le traitement de l'or donc est assimilé à l'expression de l'idéal divin, de la pureté divine. Donc Agnès Tornauer, quand elle va intégrer le langage dans ses tableaux, elle, par rapport à la question de l'immigration, vient directement mentionner, quand elle en parle, cette découverte, cette connaissance qu'elle a d'un moment des primitifs italiens, où à travers le terme de l'Annonciation, il y a directement la présence des mots. Je me permets, mais en remontrant cette image, voilà, cette image ici, évidemment influencée par le choix de l'Annonciation, j'avais vraiment l'impression peut-être de découvrir justement cette idée du voyage, cette idée du déplacement des corps obliques dans l'image, comme si on avait cette arrivée de l'ange au niveau de l'Annonciation. L'ange, il peut être immobile, mais on peut le sentir se déplaçant, quelque part franchissant le seuil de l'espace dans lequel se trouve la Vierge en train de prier ou d'être dans sa réflexion. Je trouve qu'ici, dans ce tableau-là, en particulier de la série Land, donc paysage et langage, on pourrait avoir cette évocation, ce caractère assez similaire de la figure de l'ange, en dehors de toute référence religieuse évidemment, qui est incliné et qui semble accentuer le déplacement, le voyage, le dialogue, justement, l'envie d'établir des liens entre des espaces, des univers différents. Voilà, je me permets cette lecture parce que je trouve que la figure m'y fait penser. Alors, je poursuis, je reviens à Agnès Tornauer, voilà, par rapport donc à cette présence du langage, du mot, qui commence d'abord par l'assemblage des lettres. Alors, ce travail est appelé matrice. Vous voyez les moules que vous avez au sol, blanc,
qui ont plus ou moins une hauteur variant de 5 à 10 cm. Donc, autour de la lettre, enfin la lettre étant en creux, se compose souvent en 3 parties le moule, qui reste aussi un espace ouvert, donc entre lequel on peut se déplacer. Et vous voyez que sur le mur, au fond, est un travail qui reprend, comme nous l'avions déjà évoqué, la question du genre au niveau donc de l'humain, masculin-féminin, et où Agnès Tornauer a réalisé la transposition donc des principaux artistes qui caractérisent des grands moments de l'histoire de l'art, surtout dans le domaine occidental. Donc elle a féminisé les noms masculins et en très petite quantité. Elle a au contraire mis des prénoms masculins à des artistes féminines. Par exemple, c'est Louis Bourgeois au lieu de Louise Bourgeois. Voilà, mais le nombre est infime. Hein, c'est plutôt la présence masculine qui va se transposer en féminine. Donc, Matrice, que l'on voit sur le sol, est un autre moment qui se réfère au langage, qui est composé à partir de 2013, essentiellement avec les 26 lettres de l'alphabet. Et là aussi, le travail a évolué pendant plusieurs années. C'est comme si, dit-elle, ces pensées étaient déposées, étaient laissées en jachère, comme ça, sur le sol de l'atelier. Et elle a, à plusieurs reprises, donc eu la possibilité de présenter ce travail. Ce travail va aussi se déployer dans une forme tridimensionnelle plus imposante, en ayant donc des lettres qui deviendront des espaces sur lesquels on peut s'asseoir. Si vous regardez sur Internet, ces travaux peuvent se placer à l'extérieur, dans l'espace aussi. Ils vont généralement se réaliser en métal et peuvent être placés dans des espaces qui dialoguent avec le paysage. Et dans une émission, je l'entendais s'exprimer par rapport à cette question de l'échange, cette question de la diversité du langage. Elle mentionnait notamment Gilles Deleuze, et ce qui l'intéressait, c'est la position antipsychiatrique de Gilles Deleuze, mais elle parlait aussi d'un certain Fernand Deligny. Alors ce nom, je l'ai vraiment gardé en mémoire en l'écoutant, parce que dans La part de l'œil, ouvrage dont je vous ai parlé au moment du développement de la démarche de Saraceno au Palais de Tokyo, dans ce numéro de La part de l'œil, le dernier paru, il y a tout un dossier extrêmement important consacré à Fernand Deligny. Alors, j'ai très heureuse qu'Agnès Tornauer en parle. Fernand Deligny, donc, est un Français décédé en 96. C'est d'une part quelqu'un qui a laissé beaucoup d'écrits, donc c'est un grand écrivain, mais c'est aussi un éducateur tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant un certain temps dans un hôpital psychiatrique, mais entre 1960 et l'année de sa mort, 1996, il s'est consacré à accompagner des enfants autistes. Et dans les Cévennes, il a fondé une communauté éducative qu'il dit alternative, dans laquelle cette communauté, les enfants vivaient en étant accompagnés d'adultes, mais qui n'étaient pas diplômés pour les encadrer. Donc, il peut y avoir des ouvriers, il peut y avoir des paysans, il peut y avoir des étudiants. Et son idée était d'observer simplement la manière dont les enfants autistes, en les encadrant, déployaient une relation avec le monde. Et ces personnes qui accompagnent les enfants vont réaliser des cartes, vont noter des trajectoires réalisées quotidiennement par les enfants autistes, qui est le moyen par l'intermédiaire duquel ils entrent en dialogue, en communication avec leur environnement. Et donc, ces cartes proposent différents trajets que Deligny appellera des cartes ou des lignes d'air. Donc, errance, errer, donc D''E, 2 RE. Et de cette manière-là, il sera invité à s'interroger aussi sur ces cartes et la dimension artistique, quelque part, de ces cartes. Donc, j'espère un jour pouvoir parler de Fernand Deligny quand j'aurai pénétré un peu plus sa perception.
et essayer de vous faire partager ces relevés cartographiques assez étonnants qui traitent justement de l'espace et du temps, donc qui sont aussi de l'ordre de la parcourabilité de l'espace, avec un langage très différent du nôtre, puisque c'est celui utilisé, déployé comme principe de repère différent par les autistes. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. C'est aussi pour vous signifier la diversité des références d'Agnès Tournauer à travers ses lectures, à travers ses ouvertures d'approche de ce que peut être la langue ou le langage dans toutes ses diversités, hein, pas uniquement ramené à une définition à un premier degré, et ses possibilités d'approche de l'aspect philosophique, mais de l'aspect psychologique ou psychanalytique de l'humain. Elle dit par rapport à Matrice, mon travail en sculpture, et plus particulièrement ce travail en cours sur le langage, constitué de moules de lettres, qui sont tantôt en résine, sont tantôt en plate, sont tantôt en métal, s'appelle Matrice. C'est une transposition en 3 dimensions de ma propre pratique picturale. Car peindre, c'est penser. C'est donc déambuler dans un espace. Et mettre en œuvre cette pensée, cette parole, dans un cadre. Les moules de Matrice matérialisent cette parcourabilité du langage pictural en 3 dimensions. Vous avez la toile qui se trouve sur le mur, et puis vous avez une transposition tridimensionnelle. Donc les moules de Matrice matérialisent cette parcourabilité du langage pictural en 3 dimensions. De même que mes peintures se lisent ou se décryptent, mes sculptures sont à investir par le regard ou par le corps pour en faire sa propre lecture, son propre cheminement à l'intérieur. Il n'y a pas d'interprétation close d'un tableau. C'est le lieu d'une conversation entre soi et la représentation. De même, Matrice ne propose pas de définition, elle offre le langage comme potentialité et ouverture. En 2003, Agnès Tournauer disait que l'élaboration d'un langage en peinture prend des années, parce que l'artiste doit comprendre et assumer tout un héritage historique pour mieux pouvoir s'en défaire et alors trouver son chemin dans cette matière avec laquelle il traite inévitablement pour arriver à l'espace de la pensée. Il y a cette composante justement de la patience, de la lenteur, d'avoir fait le tour de ce qui existe, de s'être situé par rapport à cet héritage historique pour s'en défaire, comme elle dit, et trouver son propre chemin. Donc cette idée d'un cheminement, d'une déambulation, d'un déplacement, est évoquée aussi par la disposition donc, de ces moules de lettres sur le sol. Donc, voilà, ça fait partie. Quelques images qu'on trouve sur Internet, on voit nettement bien. Donc parfois, la lettre est beaucoup plus constituée parce que les parties du moule sont plus proches, parfois elles sont plus ouvertes. Donc voilà, Agnès dans son atelier, vous percevez le principe donc, des moules, de la création de cet alphabet en tridimensionnalité. Alors, ce qui est intéressant, voilà, par exemple, ici, elle a déployé Matrice, mais en ayant une hauteur de moule qui fait 45 cm. Donc là, on voit directement que le visiteur, qu'il soit enfant ou adulte, va s'approprier cet espace, voyez, plus écarté, qui deviennent vraiment des lieux où on peut s'installer. Donc c'est un espace dans lequel on pénètre, dans lequel on vient poser le corps ou reposer le corps. C'est un lieu dans lequel on peut se trouver à 2 ou 3 personnes et échanger. Donc ce qui l'intéresse, c'est qu'elle passe avec une hauteur de 45 à 50 cm pour ces différentes parties, à une sculpture qu'elle dit être fonctionnelle. Elle s'interroge comment les installer dans l'espace, comment les disposer. Quelque part, Matrice devient un siège. Et on est donc dans une sorte de forum de langage, dit-elle. Chacun peut venir, hein, chacun peut s'y installer, chacun peut tenter de converser avec son voisin. Et à partir de ces pièces, peuvent se déployer également des improvisations, des performances, des concerts. Donc ça devient un lieu interactif qu'Agnès elle-même imagine, dans lequel parfois on peut la trouver. On peut la voir
au niveau de certaines photographies prises de ces installations, échanger avec les visiteurs. Voilà, encore ici avec les deux enfants. Alors, par rapport à la dimension du langage, il y a aussi, ce que je crois on avait pu voir dans une des photos de son atelier, ces grands disques, vous voyez, qui réfléchissent la lumière, donc convexe, bombé. Louis Bourgeois, justement, Marcel Duchamp, qui constituent ce qu'elle appelle les portraits grandeur nature. Francine Bacon. Donc, portrait grandeur nature constitué de résine et peinture époxy, chacun d'eux un diamètre d'1,20 m, donc constitué en 2008, formant une sorte de grande galerie de portraits. Portrait donc servi uniquement par le prénom et le nom d'une personne de référence et qui s'inscrit dans une préoccupation, donc au niveau de la peinture, importante chez Agnès Turnauer, puisque la découverte qui s'est faite de l'histoire de l'art pour elle l'a mise devant l'évidence qu'il y avait finalement très peu de femmes qui étaient mentionnées, pratiquement l'absence des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Donc, elle a voulu jouer avec cette idée et elle a donc changé le genre de l'artiste, comme nous le disions, en prenant la forme du tondo, donc cette forme circulaire. Et cette forme lui est venue parce qu'elle découvre de nouveau dans l'histoire de l'art l'importance des miroirs. Donc ici, la lumière va se réfléchir sur le cercle, comme les miroirs qui apparaissent à travers les peintures dans les pays du Nord notamment, mais aussi le fait que nous sommes toujours le miroir de l'autre. Donc c'est toute la question de la réflexion sur l'altérité, la question donc du genre, qui intervient ici dans le travail d'Agnès Turnauer. C'est comme si le fait de mettre un autre prénom, Francis, proposant Francine, Bacon, Louis, à la place de Louise Bourgeois, c'était plutôt l'idée de venir constituer une complétude, donc unifier, si vous voulez, la personne comme étant constituée de sa part masculine et de sa part féminine. Elle dit que de cette manière-là, le jeu de ces deux matières, résine et peinture époxy, vient proposer une espèce de miroir aux visiteurs. En même temps, c'est un peu comme un petit badge que l'on pourrait avoir sur soi, travailler à grande échelle. Et véritablement, elle mentionne que le travail qui l'a inspiré, donc les petits miroirs qu'elle voit dans les tableaux des écoles du Nord, mais aussi cet autoportrait réalisé par le Parmesan. Donc, il est encore assez jeune quand il réalise cela. Autoportrait dans un miroir convexe. Donc, je vous montre la perception de la peinture vue de face et puis latéralement. Donc, il a travaillé vraiment, il a déployé sa peinture à l'huile sur un panneau qui est convexe et il a donc joué de déformation tel qu'il pouvait le découvrir sur une surface qui n'était pas plane, en sachant que le Parmesan, comme Pontormo, est aussi un artiste maniériste qui est intéressé donc par les transformations qu'offrent ces surfaces convexes. Donc, elle est partie de l'importance du portrait, de l'image que l'artiste donne de lui-même, de la déformation, et elle va le traduire en adoptant donc un très grand diamètre, en jouant sur la question de l'identité, sur la question du genre, sur la question de l'altérité. Cette série qu'elle a constituée donc de ses portraits grandeur nature se continue, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'elle a arrêté, c'est un peu, dit-elle, comme une arborescence, et énormément de liens se font à travers ces questions, ces correspondances qu'elle établit, ce qui est un peu la métamorphose du fonctionnement de son atelier. Dans son atelier, elle traite de toutes les matières, elle se déplace énormément, elle interfère avec son propre corps dans le travail. Donc l'atelier est comme un prolongement de son corps, de ses gestes, de sa pensée. Tout ça, en fait, ne fait que unifier, même si elle travaille dans la diversité des médiums, tout ça est au service d'une pensée extrêmement homogène.
Et voilà pour vous montrer Border, justement, une autre vue dans une autre galerie. Donc, les moules sont là, des dessins des moules de lettres apparaissent contre le mur et vous retrouvez la prédelle. Donc, la prédelle, c'est souvent des images petits formats qui sont placées en dessous des panneaux principaux des polyptyques chez les anciens. Donc, elle reprend ce terme de prédelle. Et ici, c'est donc Border qui est mis en évidence. Donc, elle parle bien de cette section, de cette fragmentation qui est faite dans le mot, B-O-R d'un côté, espace D-E-R. Alors là, elle travaille en petit format. Donc, 55 de haut sur 38 de large pour chacun des panneaux. Un travail qu'elle débute en 2007. Et elle dit qu'il est important pour elle aussi d'être dans le petit format parce que ça peut faire penser à un rapport plus intimiste, des petits tableaux devant lesquels on se trouve, l'idée qu'on peut transporter avec soi, avec beaucoup plus de facilité, les petits formats, un peu comme aussi l'idée d'un livre qu'on glisserait dans la poche. Alors, les prédelles, dit-elle, offrent le mot comme une traversée d'un format à l'autre, comme quand on apprend une langue, comme quand on lit un mot, on lit une syllabe et puis on glisse vers la syllabe suivante. Et pour elle, il était important qu'il y ait un espace vide qui peut aussi correspondre, quand on ouvre un livre et qu'on a une double page, à l'espace entre la transcription du texte à gauche, la transcription du texte à droite. On a un espace blanc entre les deux. Donc, elle va jouer de ces éléments. Donc, voilà ici Border de plus près, avec la technique de l'acrylique sur toile. Mais voilà, Repeat fonctionne très très bien. Ici, elle utilise du crayon et de l'acrylique sur toile, donc 55 sur 33. Elle coupe le mot qui fonctionne dans le principe d'être presque un dédoublement répété de l'image formant le petit tableau de gauche et celui de droite, un peu décalé. Et voilà, crossing, traversant, donc cette idée qui est importante pour elle de la traversée. Et là, vous pouvez retrouver une traduction comme ça d'un espace qui appartiendrait justement à une scène ancienne, probablement religieuse. De nouveau, constituée par deux surfaces peintes, avec un cadre de bois, la réalité de l'ombre projetée, l'espace vide entre les deux, qui impose à l'œil donc de rejoindre la partie de droite pour être dans la continuité de l'image. Quand on prend justement, si vous cherchez donc des images et travaux d'Agnès Tornauer, donc dans la galerie Michel Reim, qui est représentant pour elle à Bruxelles et à Paris, bien ici on peut voir à droite le dispositif de la prédelle crossing. Alors c'est intéressant parce que vous avez de l'autre côté deux figures qui se dédoublent, qui est en fait Big Big et Bang Bang, maintenant pour cette version-ci, parce que c'est un rapport de forme qu'elle a instauré dès 1995, qui ne la quitte pas, qui traverse tout son travail, qui sont un peu anthropomorphes. Déjà, probablement, le principe d'une forme et la répétition. Et donc, l'emblème, si vous voulez, le plus primitif du travail d'Agnès Tornauer, dit-elle, c'est les formes qui comportent un peu sa propre archéologie, ce grand passé qu'elle ressollicite, qui reviennent dans des versions différentes. Et à l'avant de l'image, vous retrouvez deux moules de lettres formant assises, ici qui sont travaillées en métal et qui peuvent servir donc de sièges avant lesquels les spectateurs s'installant regardent les tableaux exposés sur le mur. Donc voilà une vision globale de la salle. Vous découvrez au-dessus le principe des portraits grandeur nature, Big Big et Bang Bang maintenant, crossing, les moules de lettres sur lesquels on peut s'inscrire, et puis une série de 3 œuvres sur lesquelles donc nous reviendrons la fois prochaine. L'ensemble donc du sujet, si vous voulez, traité par cette exposition en 2020 est la traversée. La traversée, on reviendra également sur ce terme-là la fois prochaine. Donc les voici de plus près pour que vous puissiez mieux les découvrir. Donc Big Big et Bang Bang maintenant pour cette version-là. Mais donc depuis 1995, ces deux silhouettes
apparaissent dans le travail d'Agnès Turner. Donc elle dit la série initiée en 95 traverse tout mon travail, ces formes anthropomorphes se tiennent sur un seuil, devant la peinture, devant le temps. La plupart en duo, elles ancrent la relation dans son authenticité première. Cette série primitive se promène dans mon travail comme pour rappeler que toute œuvre, comme tout être, comporte sa propre archéologie, pas comme un passé, mais comme un devenir toujours actif. Non genrée, elle laisse la question de l'identité ouverte. Voilà.